me présenter, Isabelle Azoulay. Non, c'est pas moi. Je ne travaille pas à 42, mais je travaille pas mal avec 42 et avec Creative Valley, pour ceux d'entre vous qui connaissent. En fait, ce que je fais ici, c'est un peu par passion pour l'éducation, et surtout par passion pour un changement de l'éducation en France. Donc, je ne suis pas française à la base, je suis allemande, mais j'ai fait toute mon éducation en France jusqu'au bac. J'ai détesté. J'en ai souffert, j'imagine, pour des raisons assez similaires à beaucoup d'entre vous. Et donc, justement, ma passion aujourd'hui, c'est de trouver des moyens pour faire avancer des jeunes comme vous dans des systèmes qui sont beaucoup plus propices. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai lancé les Isabel's Power Speakers. Alors, on travaille encore un peu sur le titre, mais l'idée... Alors, on peut juste avoir le titre encore ou il est parti ? Je vous dirais, vous avez vu. J'avais appelé ça Be Inspired, Be Motivated. Et en fait, je vais le changer pour un mot qui n'existe pas en français, malheureusement, c'est Empowered. Vous connaissez ce mot ? To be empowered. Je trouve que c'est ce que cette école fait pour vous déjà. Et c'est ce sur quoi j'aimerais travailler davantage en vous présentant des amis qui ont fait de grandes choses dans leur vie, avec plus ou moins de difficultés, chacun avec son histoire, pour vous présenter à des personnes qui peuvent devenir des mentors pour vous ou des contacts, qui peuvent vous donner aussi des idées pour des industries qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que vous connaissez. Donc, alors, Amina, aujourd'hui, vient de Facebook, donc c'est assez évident pour vous, forcément. Mais je vous ai présenté dans le passé, et je vais aussi vous présenter des amis d'industries qui ne sont pas forcément évidentes pour ce que vous faites, pour justement vous donner aussi des accès et des idées à quelque chose de nouveau. Donc, mon but à moi, c'est de vous trouver justement, c'est de vous donner des moyens de vous empower encore plus. Et donc, je suis là pour vous aider, pour faire des choses pour vous, pour être mentor aussi pour quelques-uns, alors quelques-unes pour l'instant. Il y en a une qui est là-bas. Je travaille avec Creative aussi sur ce sujet. Et donc, étant donné qu'on a déjà un peu de retard, je vais arrêter là. Amina se présentera toute seule, est une amie. Elle a fait Harvard comme moi, mais on ne s'est malheureusement pas connus là-bas. On aurait pu. Donc, elle va vous parler de son parcours. L'idée n'étant pas de présenter Facebook, parce que, je pense que vous n'avez pas besoin de présentation de Facebook, vous connaissez déjà. Forcément, elle est un contact qui peut être intéressant pour vous. Mais dans mes speak arounds, le but est vraiment de parler de soi, de parler de son expérience pour justement vous donner un peu d'horizons différents. Voilà. Donc Amina. Merci beaucoup Isa. Bonjour à vous. Vous m'entendez, ça va ? Super. Écoutez, je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être invitée par Isabelle pour ça, même si pour vous dire la vérité, j'ai probablement pas vraiment de grandes leçons ni de sagesse vraiment à vous apporter. Ce que je vais faire plutôt, c'est juste vous raconter un peu ce que j'ai fait, mon parcours, mes erreurs, les choses que j'ai faites que je n'aurais pas dû faire. Et puis vous raconter aussi peut-être un petit peu ce qui fait que je me retrouve là où je suis aujourd'hui. Donc je pense que l'idée, c'est vraiment ça. Faut pas hésiter aussi à m'interrompre et à me poser des questions si vous en avez. Donc soit pendant le talk, mais je pense que Isabelle, il y a peut-être un petit moment après aussi. Alors généralement, voilà. Donc voilà, vous pouvez soit m'interrompre pendant la discussion ou après, il y a aucun souci. Alors donc je m'appelle Amina Belriti, je suis marocaine, je suis née à Casablanca, j'ai grandi à Casablanca, j'ai passé mon bac et je suis partie aux États-Unis après. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, mes parents ont décidé, pour une raison que j'ignore encore, de me mettre dans le système américain. Donc, quand j'étais à Casa, on m'a mis à l'âge de 3 ans dans le système américain. Donc, si vous m'entendez me planter un peu en français, c'est probablement à cause de ça. Donc, soyez un petit peu indulgents. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'ils m'ont mis dans une école où, en fait, on nous poussait à exceller dans une ou deux matières. Et contrairement au système français, au système marocain, où la plupart de mes cousins, de mes frères et sœurs, etc., étaient, on les obligeait quelque part à être bons en maths. Il fallait être bon en maths et bon dans les matières scientifiques. Dans ce système-là, en fait, on nous disait non, choisis un ou deux trucs qui te passionnent vraiment et on te pousse à fond là-dedans. Et donc pour moi, quand j'ai passé mon bac, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait de la littérature et j'ai fait de l'informatique. Donc complètement, je l'ai composé un peu moi-même, c'est une espèce de menu en fait. J'ai programmé en C++. Et ça, c'était ma première erreur en fait, c'est de ne pas avoir continué. J'ai fait ça au bac et quand je suis arrivée à l'université, j'ai arrêté. Bêtement, parce que j'aurais dû continuer. Aujourd'hui, quand on voit justement le back-end de Facebook, c'est que du C++. Donc j'aurais dû pousser un petit peu, mais bon. Voilà, j'ai fait ça. Et l'idée, en fait, c'est que je voulais faire ça. Je pensais que ma carrière, ça aurait été ça. C'est-à-dire une petite carrière bien linéaire. On démarre, on bosse bien à l'école pour accéder à une bonne fac, pour avoir un bon job,
pour ensuite peut-être bosser encore un petit peu, faire un master, etc. et arriver peut-être à 35 ou 40 ans en tant que DG d'une boîte. Sauf qu'en réalité, ça ressemblait plus à ça. Et en fait, ce que c'est voilà, j'ai tenté plein de trucs. Il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Et l'idée, c'est vraiment ça, de se dire, voilà, je me suis accrochée peut-être à des moments où il n'aurait pas fallu. Il y a d'autres moments où j'ai vraiment pu faire des choses un petit peu intéressantes. Et aujourd'hui, en fait, je me dis qu'avec le recul, les points que ça constitue ne sont absolument pas la ligne droite que je vous ai montrée. C'est vraiment pas linéaire. C'est plus ça. Et ce n'est qu'avec le recul qu'on se dit, peut-être qu'il y avait quelque chose, peut-être que ça constitue quelque chose, mais je ne le savais absolument pas, ce n'était pas prévu. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu comment tout ça s'est fait. Donc j'ai commencé donc à Casa, c'est ce que je vous disais, 5 millions d'habitants. Je me suis retrouvée dans un petit village paumé au milieu de nulle part aux États-Unis, Williamstown. Donc 5 millions d'habitants, 8 000 habitants, dont 2 000 étaient des étudiants. Pour vous donner une idée un petit peu du choc culturel que j'ai vécu ma première année justement à l'université. Mais c'était en fait une toute petite école dans laquelle, pareil, un petit peu comme ce que j'ai fait au lycée, on m'a poussé en fait dans un ou deux trucs qui m'intéressaient. Et ce qui m'intéressait, c'était l'histoire, encore une fois. Donc c'est un parcours un peu particulier. J'ai fait de l'histoire et de l'histoire culturelle en particulier dans le domaine de l'art et de l'art contemporain. La plupart de mes potes étaient des artistes, donc je passais mon temps à discuter avec eux dans leurs ateliers, comprendre un petit peu pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, essayer de remettre ça en contexte. Et puis voilà, donc j'ai fait ça. Et ensuite, je me suis dit, bon, il faut quand même aussi gagner sa vie après tout ça. Donc après ma maîtrise en histoire, je fais de l'économie aussi, mais c'était surtout de l'histoire. Je suis arrivée à New York. Et à New York, j'ai fait du conseil. Probablement, franchement, parce que je ne savais pas trop encore ce que je voulais faire. Et donc, du coup, j'ai fait du conseil en stratégie. Vous entendrez peut-être pas mal de personnes qui ont fait leurs études aux États-Unis à cette époque-là. En fait, ils se retrouvaient soit en banque, soit en conseil. Banque, conseil. Franchement, c'était pas très créatif. Voilà, c'est pas nécessairement ce que je voulais faire, mais j'avais pas vraiment d'idée. Je me suis dit, tiens, je vais faire du conseil pendant quelques temps. Et là, j'ai fait des rencontres assez géniales. J'avais un mentor en particulier dans le conseil, un Français d'ailleurs, qui s'appelle Pascal Vol, qui m'a un peu entraînée avec lui dans le monde des médias. Et donc, j'ai bossé pendant très longtemps non, pendant 3 ans en fait, avec lui, sur des stratégies en fait pour des créateurs de contenu, donc des chaînes de télé, des groupes de presse, des distributeurs comme Comcast. Et on s'est assez bien amusé pendant cette période-là parce qu'on a pu faire, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une petite boîte, enfin une grosse boîte qui s'appelle Comcast qui a décidé de racheter Disney à l'époque. Et donc j'avais bossé sur ce projet-là qui était complètement dingue. Ils se sont plantés méchamment. C'était un hostile takeover et ça n'a pas pris. Mais c'était intéressant de voir un petit peu tout ce monde-là. Et ce qui était intéressant à l'époque, c'est de voir qu'il y avait en fait un disruption qui arrivait. Et ce disruption, c'était les gens de New York qui regardaient la côte ouest en disant mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Yahoo, Google, il commence à se passer un truc. C'était encore les tout débuts. On ne sait pas trop ce que c'est, on s'en inquiète et on ne sait pas trop quoi faire. Et donc, du coup, je me suis dit, moi, après mon MBA, je vais peut-être aller rejoindre justement ce monde-là, plutôt que de rester à New York avec ce qu'on appelle les time tellers et aller rejoindre les clockmakers. Donc, plutôt que d'être avec les gens dans les médias qui sont là à lire l'heure, je vais aller essayer de rejoindre ceux qui fabriquent les montres. Et ce que j'ai découvert en arrivant justement à la Silicon Valley, c'est que les rois à la Silicon Valley, c'est vous. C'est vraiment les développeurs. Vous êtes... Donc, vous êtes on top of the world. C'est vraiment votre domaine, votre monde. Donc, moi, avec mon petit parcours business, c'était sympa. Mais les gens qui avaient vraiment la voie royale, c'était vous. C'était donc quand on essaie de recruter du monde dans toutes ces boîtes-là, voilà, c'est vous qu'on va aller choisir. C'est d'ailleurs marrant de savoir, par exemple, chez Facebook, on a un programme où on peut recommander des employés. Donc, quand je recommande quelqu'un qui est côté business, et ça me rapporte quelque chose, on me paye quelque part si on recrute la personne. Donc, c'est une espèce de récompense. Donc, si je ramène quelqu'un dans le côté business, on me récompense donc X. Si j'amène quelqu'un du côté développeur, on me récompense 10X. 10 fois. Donc, ça replace un petit peu enfin, voilà. Ça vous explique un petit peu... Voilà, donc c'est sympa. Ça veut pas dire que votre salaire sera 10 fois supérieur à la personne, mais c'est intéressant de savoir qu'on est motivé, on nous pousse en fait à ramener des développeurs. Et c'est vraiment ces personnes-là qu'on va valoriser chez Facebook, mais de façon générale dans ce monde-là. Mais quand je suis arrivée, je n'étais pas chez Facebook, donc j'ai rejoint la Silicon Valley et j'étais chez eBay. Et eBay, en fait, bizarrement,
C'était une boîte qui valorisait pas mal les gens comme moi, donc des gens un peu business, qui étaient intéressés par la tech. Et en fait, ils ont un peu perdu leur chemin, les gens d'eBay, à cause de ça. Parce qu'ils n'étaient pas, ils ont un peu perdu ce côté innovation, tech, développeur. La personne qui s'occupait de la boîte s'appelait Meg Whitman. Elle était aussi HBS, elle était aussi ex-consultante. En fait, elle a un peu perdu la vision du fondateur d'eBay, qui était Pierre Omidyar, un autre Français, qui s'est retrouvé à la Silicon Valley et qui a finalement, en fait, en un week-end, il a créé un truc qui s'appelait Auction Web à l'époque pour vendre un clicker, ce que je n'ai pas là, mais un clicker pour faire passer justement les slides. Et c'était un clicker cassé. Et il se disait, je vais faire ce test, mais je suis sûr que personne ne va acheter finalement ce clicker. Et quelqu'un l'a acheté, quelqu'un a conduit en fait d'une partie de la Bay Area à une autre pour venir récupérer ce truc. Et il s'est dit, ah tiens, j'ai peut-être un truc. Il y a des collectionneurs pour tout et n'importe quoi finalement. Et c'est comme ça qu'eBay a démarré. Mais comme j'ai réalisé en fait en arrivant que c'était, voilà, ils avaient un petit peu perdu leur chemin en termes d'innovation et de développement, je suis allée chez PayPal, qui eux étaient beaucoup plus justement là-dedans. Et j'ai démarré en fait une équipe ou un business qui était autour de ce qu'on appelle les New Ventures. Les New Ventures, c'était comment en fait développer de nouveaux business au-delà de l'e-commerce classique, parce qu'il s'agissait de check-out. Quand on parle de PayPal, c'est ça. On arrive sur un site web, on check-out en utilisant justement le wallet PayPal. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà? Comment est-ce qu'on commence à réfléchir aux paiements mobiles? Comment est-ce qu'on commence à réfléchir à des paiements, des solutions de paiement qui sont au point of sale, par exemple, donc vraiment au niveau du check-out quand je suis dans un magasin. Et l'idée et la question, c'était, on ne peut pas tout faire en interne, ce n'est pas possible, on n'a pas suffisamment de personnes. Et donc, ce qu'on a fait, j'ai bossé avec une personne qui est absolument géniale, qui s'appelle Osama Bedir, qui est un Égyptien, qui était donc en Californie, qui était chez PayPal, et c'était un développeur. Donc, c'était l'un des gros dirigeants côté tech, justement, chez PayPal. On a bossé ensemble pour créer ça. Ça s'appelait PayPalX. X.com, c'était le premier nom de PayPal. Et donc, on a ouvert la plateforme de développeurs PayPal pour permettre justement à des petites boîtes, à des startups, à des grosses boîtes, de construire au-dessus de la plateforme PayPal à l'époque. Pour justement se dire, voilà, ça ne sert à rien d'essayer de tout faire nous-mêmes en interne, il faut ouvrir la plateforme et permettre à d'autres de créer, d'innover, de développer de nouveaux business. Et donc, l'idée, c'était donc on a lancé ça, c'était assez génial, c'est une aventure qui a pris à peu près 2 ans. Donc, de monter tout ça, c'était une vraie start-up à l'intérieur de PayPal. On a dû enfreindre toutes les règles possibles et imaginables pour créer ce truc-là, parce que la boîte elle-même n'était pas nécessairement d'accord, parce que les développeurs pouvaient créer quelque chose qui pouvait être en concurrence avec PayPal, ou des projets de PayPal. Donc, c'était assez intéressant. Et donc, ensuite, on m'a dit, écoute, Amina, tu as fait ça avec Osama aux US, essaie de voir si tu ne peux pas démarrer ça en Europe. Donc, j'y suis allée. J'aurais dit, oui, ça me paraît intéressant, allons-y. Sauf que là, big fail, j'ai décidé de prendre ce job sans savoir pour qui j'allais bosser. Le DG Europe venait de quitter la boîte et on attendait en fait son remplaçant. Et quand le remplaçant est arrivé, il s'agissait de quelqu'un qui ne croyait absolument pas à ça. Pour lui, tout ce qui était tech, tout ce qui était innovation, tout ce qui était dev, c'était du DRP, une façon de parler, en fait, de marketer le fait qu'on était innovant, intéressant, etc. Mais dès qu'il s'agissait de mettre des budgets, d'investir, de faire des choses, il n'y avait plus personne. Et donc, du coup, j'ai pris ce job. C'était une erreur parce que cette personne-là n'était juste pas du tout intéressée par ce que je faisais, par cette idée justement qu'on avait lancée. Et donc, quand Facebook est venu taper à ma porte pour me dire tiens, on est en train de lancer justement cette fameuse plateforme, on a pas mal de boîtes de gaming qui ont besoin justement de solutions de paiement, est-ce que tu ne voudrais pas venir nous aider à réfléchir à ça? La réponse était oui, et c'était très rapide, très rapide. Donc, ce que j'ai fait donc, à Paris avec Facebook dans une première partie, c'était vraiment de bosser avec l'équipe plateforme. Et l'idée, c'était de travailler. Donc, Mark Zuckerberg, en 2011, avait lancé un truc qui s'appelait Open Graph. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, peut-être. Ouais. Comment? Open Graph, en fait, ce que c'est la possibilité de donner en fait la social graph, qui est l'asset principal de Facebook, à des développeurs pour qu'ils puissent, eux, aller créer des applications autour de ça. Et donc, du coup, on avait créé des custom actions. Donc, aujourd'hui,
c'est assez fréquent, mais on voyait, voilà, on ne pouvait dire que sur Facebook, voilà, Amina a liké telle ou telle chose, ou a commenté sur telle ou telle chose. L'idée, c'était de dire, si j'écoute de la musique sur Deezer, si j'écoute de la musique sur Spotify, si je regarde un film sur TF1, que je puisse publier de façon automatique, finalement, sur Facebook, Amina est en train d'écouter X ou Y. Et donc, l'idée, c'était d'ouvrir un petit peu la plateforme, de permettre à des développeurs, encore une fois, de créer des applications, que ce soit dans le monde du gaming, dans le monde du covoiturage, des gens comme Blablacar ont fait des choses assez intéressantes à l'époque. Et on a eu plein de partenaires français. Donc TF1 avait construit justement à l'époque, donc ça c'est Mark Zuckerberg qui annonce justement ce programme. Et voilà toutes les boîtes avec lesquelles on a bossé, qui ont pu, Dailymotion est là. J'avais bossé avec İzlesene, qui est une boîte turque. Je passais pas mal de temps en Turquie, au Moyen-Orient, pour justement parler un petit peu de cette nouvelle plateforme et de ce qu'on pouvait faire et comment les développeurs pouvaient exploiter la plateforme Facebook pour connaître une croissance assez exceptionnelle. C'est le cas de Deezer, c'est le cas de Netflix, c'est le cas de tout un tas de boîtes en fait, qui ont créé des choses sur la plateforme Facebook. Et ensuite, donc dans un deuxième temps, donc ça c'était la première partie de ce que j'ai fait chez Facebook. La deuxième, c'était vraiment autour des créateurs de contenu. Donc je suis un peu revenue à mon premier job qui était en conseil à New York. Et l'idée c'était de dire comment est-ce qu'on peut aider des créateurs de contenu innovants, que ce soit des personnalités, donc des gens comme Kev Adams ou Rémi Gaillard ou je ne sais qui d'autre, des grosses chaînes de télé, des groupes de presse, des chanteurs, des créateurs de contenu de façon générale, interagir de façon un petit peu intéressante, un petit peu innovante sur Facebook et sur leur plateforme. Et donc l'idée, c'était vraiment de continuer à pousser ça, c'est ce que j'ai fait. Et là, dernièrement, en fait, je suis en train de mélanger un petit peu, donc ça c'est Instagram, je travaille également avec Instagram. Vous savez que Facebook a racheté Instagram il y a 2 ans maintenant, à peu près. C'est une boîte qui est assez exceptionnelle. Je ne sais pas, vous utilisez Instagram ? Ouais ? Alors, on va faire un truc. Facebook et Instagram. Combien de personnes utilisent Facebook ? Tout le monde ? Combien de personnes n'utilisent pas du tout Facebook ? Ah ouais, je serais curieuse, d'accord. Ce que j'allais demander, donc pour ceux qui ont dit oui pour Facebook, combien baissez les bras si vous n'utilisez pas Instagram aussi ? Attends, je vous ai emmêlé là. Attendez, on va refaire. J'ai pas compris non plus. Pardon, désolé. On refait. Donc, levez la main si vous utilisez Facebook. Baissez la main si vous n'utilisez pas aussi Instagram. D'accord. Ah oui, quand même. Donc, il y a des non-Instagrammeurs. Ah je me suis emmêlée, c'est pas grave. Vous embêtez pas, j'y arrive pas. On va refaire qui utilise Instagram. C'est vrai que c'est plus moins facile. Quand même. Moins quand même. Beaucoup moins, oui. D'accord. Donc c'est une boîte qui est quand même assez intéressante, notamment dans le domaine justement de ces créateurs de contenu. On a pas mal de photographes, de créateurs, de gens qui vont justement trouver leur inspiration sur la plateforme. Et le truc qui m'occupe en ce moment, c'est de réfléchir à comment la tech, les développeurs peuvent aider en fait à disrupt, donc à transformer, à réinventer le monde de la culture. Et le monde, justement, que ce soit des musées, des créateurs de façon générale, des artistes. Et donc, du coup, on fait pas mal de choses. Donc là, c'était un truc qu'on avait fait avec le Louvre, qui s'appelait l'Empty Louvre. On a demandé à des Instagrammeurs de venir faire des choses assez intéressantes à l'intérieur du musée. Et là, en ce moment, à Art Basel, qui est un peu la grande foire d'art contemporain qui se passe en ce moment à Miami, Kevin Systrom, qui est le fondateur d'Instagram, est en train de discuter avec... il fait un panel en ce moment-là, en train de discuter avec tout un tas de commissaires d'exposition, d'artistes, etc., en se disant est-ce qu'Instagram est une nouvelle... un artistic medium. Est-ce que c'est un nouveau média en fait pour les artistes et comment on peut commencer à réfléchir justement à ces outils comme des outils de création, mais aussi est-ce qu'on peut en tant que commissaire d'exposition utiliser Facebook et Instagram pour découvrir de nouveaux talents, pour réinventer la relation justement entre les publics et les œuvres et les musées, dans les musées de façon générale. Donc c'est assez intéressant de voir ce qui est en train de se faire. Et pour moi, franchement là-dessus, c'est juste génial pour moi de pouvoir bosser sur quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, qui est donc ce monde culturel, histoire, l'art de façon générale, et la tech. Et donc, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est ce qu'on appelle le flow. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà parlé de ce truc-là. Ouais, ça vous dit quelque chose ? Ce monde, donc pour moi, l'art et la tech ensemble, c'est mon flow. C'est aussi simple que ça. Et ce que c'est un peu barbare et le nom est impossible à prononcer, mais je vais essayer de vous pouvez le lire vous-même. Mais l'idée, c'est d'être dans quelque chose qui exige, en fait, donc ça demande énormément de travail,
mais on se retrouve en fait à être tellement focalisé là-dessus, tellement concentré qu'on oublie tout le reste. Et donc mon challenge pour vous aujourd'hui, c'est de trouver votre flow. Alors votre flow, ça peut être comme celui de Mark Zuckerberg, qui est d'être devant son ordi justement à programmer en fait, hein, c'est vraiment ça. Quand il a créé Facebook, il avait un peu rien à perdre, il avait quasiment votre âge, je pense, je ne sais pas exactement quel âge vous avez, mais il avait votre âge et l'idée c'était, voilà, je veux faire ça, je suis complètement concentrée, je sais que ce n'est pas évident, mais j'ai rien à perdre et je vais me donner à fond. Et le sentiment que j'ai justement en faisant ça, c'est que tout rentre en place, que tout est logique, que tout fonctionne quelque part. Pour d'autres personnes, c'est ça, c'est le surf. C'est de se retrouver justement, donc on bosse, c'est quand même super dur d'arriver à faire ça. Donc il y a tout un boulot qui est nécessaire avant d'arriver à ça. Mais quand on est là-dedans, on ne veut être nulle part ailleurs. C'est vraiment ça. Pour ceux qui escaladent, moi quand je regarde ça, je ne suis pas du tout une passionnée d'escalade. Et donc du coup, je me dis, mais quelle idée d'aller se casser la tête à monter pour descendre après, quoi. Quel est l'objectif? Mais pour les gens qui le font, c'est le fait d'escalader qui est en fait l'objectif. C'est ce qu'on fait. Et pour d'autres, comme moi, c'est plus ce qu'on voit tout en haut à gauche. Donc, ce que je vous dirais simplement, et ça, c'est que c'est un poster en fait, et des posters qui sont un peu partout chez Facebook, et que je trouve assez super, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Donc, comme Zuckerberg qui n'avait rien à perdre, qu'est-ce que vous feriez? Comment est-ce que vous iriez justement chercher votre flow, ce truc qui, pour vous, qui vous est propre, qui va vous intéresser, qui va vous donner envie justement de vous pousser un maximum. Et moi, ça, c'est ce que je me pose. Et là, en ce moment, ce que je ferais si j'avais pas peur, c'est d'essayer de réfléchir justement à cette question de l'art et de la tech. Donc voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des remarques? Il y a un peu de discussion là. Qui ose? Il peut me parler de son flow. Allez, je vais faire un truc. Bonjour. Comment se fait-il que vous parlez si bien français? C'est sympa, je suis flattée. J'ai grandi au Maroc, donc tout le monde me parlait arabe et français. Ça n'est qu'à l'école finalement que je parlais anglais. Mais quand il s'agit de faire des présentations, des trucs comme ça, je suis en fait pas très à l'aise en français. Donc voilà, mais bon. je le parle, même si en réalité, je suis pas très à l'aise. D'autres questions? Des commentaires ou des remarques? C'est assez perso, c'est un exercice assez particulier, je dois dire. J'ai jamais fait ça, de vous raconter un peu ma vie, c'est un peu bizarre. D'habitude, je vais présenter Facebook, vous convaincre de faire ci ou ça sur la plateforme. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais faire sans micro, je pense. Ouais. Sinon on n'entend pas. Ah pardon. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Très bonne question. Je vous disais tout à l'heure qu'au bac, en fait, en option forte, j'avais choisi informatique. J'aurais dû continuer. Pour moi, la grande erreur, c'était ça. Je vous parlais tout à l'heure de l'arrivée, la découverte justement du monde de la tech dans la Silicon Valley. Si j'avais été justement développeur, je pense qu'il y aurait eu un autre parcours. J'aurais peut-être démarré une boîte, j'aurais peut-être fait d'autres choses. Là, je sais que ça me passionne. Je suis côté business, donc en général, je suis en binôme avec quelqu'un qui va pouvoir justement faire du développement. J'aurais bien aimé être la deuxième personne. Mais bon, c'est pas grave. Mais vous pouvez le faire. Ouais. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, c'était comment ça vous a fait de ne pas vous servir finalement de votre bagage d'étudiante en histoire et histoire de l'art pendant longtemps, je pense, avant d'en arriver à aujourd'hui où vous faites vraiment les deux, la tech et l'art. Ouais. Et du coup, c'était vraiment en stand-by pendant ce temps-là, tout ce que vous avez appris, vous n'en êtes pas servi. C'était pas un peu frustrant Non, c'était pas frustrant dans le sens où je me disais, voilà, c'est ma passion, c'est un truc qui m'intéresse moi perso. Donc je passais énormément de temps à New York. Enfin, New York, c'est un peu peut-être pas la capitale, je crois qu'à Paris penserait être la capitale du monde de l'art justement, mais voilà. Donc j'ai passé énormément de temps à faire ça, mais j'ai jamais pensé que je pouvais justement ramener ensemble à la fois ma passion et ce que je faisais au niveau boulot. Et ça n'est qu'en réalisant finalement que dans le monde de la culture, quand on voit justement ce qui s'est passé dans le monde de la musique, l'industrie musicale a été entièrement transformée par des gens comme Spotify ou comme Deezer qui ont réinventé le modèle
Et au cœur de ces solutions et de ces modèles, c'est évidemment la tech. Pareil dans le monde du film ou du cinéma. On parle de Netflix qui en fait a entièrement réinventé le modèle. Et donc pour moi, voilà, l'étape prochaine, ça va être justement dans le monde de l'art, je pense et j'espère. Donc il y a pas mal de petites boîtes qui sont en train d'essayer de démarrer ça, notamment Artsy, dans laquelle tout un tas de gros investisseurs comme Jack Dorsey et autres ont investi à New York. Ils n'y sont pas encore. On n'est pas encore arrivé à quelque chose de suffisamment intéressant, mais je pense que voilà, c'est la prochaine étape. Donc je m'en suis servie, je l'avais un petit peu, voilà, c'était un peu ma vie plus perso, ce qui m'intéressait, ma passion. Et aujourd'hui, j'essaie de voir si on peut rapprocher ces deux mondes. Du coup, vous y êtes revenu plus par un concours de circonstances que par volonté vraiment d'y revenir, quoi. C'est parce qu'on vous a proposé, parce qu'il y a eu l'émergence d'Instagram et qu'il y a ce programme-là, dont d'ailleurs, je n'avais pas entendu parler. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est vraiment, c'est pas nécessairement par coïncidence, c'est-à-dire que j'ai pas mal poussé pour qu'on réfléchisse à ça dans le contexte de Facebook et Instagram, parce que quand on pense aux partenariats stratégiques chez Facebook et Instagram, il y a énormément de choses. Donc le fait de pouvoir faire ça en particulier plutôt qu'autre chose, j'ai un peu poussé, hein, je dois dire. On ne me l'a pas juste proposé comme ça, mais c'est vrai que c'est assez génial de pouvoir bosser dans une boîte comme ça, comme Facebook et Instagram, c'est tellement large, il y a tellement de choses à faire, qu'au final, si on n'a pas peur et qu'on a envie de se lancer, qu'on a envie de faire quelque chose, il y a moyen. Voilà. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous qui avez de l'expérience, qui connaissez beaucoup de personnes qui travaillent dans le développement, justement, qu'est-ce que vous pensez qui serait intéressant de savoir faire en plus de développer, étant donné qu'ici on apprend que ça, et qu'est-ce qui serait bien d'apprendre en même temps, finalement? Très bonne question. Ouais. Je pense que c'est deux choses pour moi. La possibilité en fait d'être très très bon en networking. Ça c'est un truc que les gens, les épiciers, les business sont. Enfin voilà, en général on est assez bon là-dedans. Donc de pouvoir être suffisamment ouvert pour rencontrer un maximum de personnes, savoir un petit peu ce qui se passe, quels sont justement les trends un petit peu intéressants, ce qui est en train d'arriver. Ça c'est super important. Donc ça j'imagine que vous le faites déjà un petit peu dans votre monde, mais de continuer à le faire et d'élargir un maximum. De ne pas se limiter finalement qu'aux personnes qui sont autour de vous, qui sont justement dans le même domaine, mais d'aller s'ouvrir à des gens qui font des choses complètement différentes, parce que pour le coup, il peut y avoir une idée un petit peu intéressante qui vient d'eux. Et je pense que c'est en mélangeant justement la tech et des mondes qui en général ne comprennent absolument rien à ça, qu'on peut peut-être créer des choses intéressantes. Donc à l'époque de Napster, Pri, Spotify, etc., la tech pour les gens dans le domaine musical, c'était... c'était le piratage, il y avait que ça en fait comme idée. Et donc de pouvoir aller savoir un petit peu ce qui se passe, et ce qu'a fait justement Daniel Ek de chez Spotify. Il connaissait justement un petit peu tout ce monde-là. Il a été discuté avec les différentes personnes dans dans l'industrie de la musique de façon générale. Et c'est comme ça qu'il a pu dire, tiens, il y a peut-être un truc. Et est-ce qu'il faut avoir un autre domaine de compétences ou le nôtre nous suffit en fait? Bonne question. Alors ça, je ne sais pas si je peux avoir... Passion peut-être, non? Ouais, c'est ce fameux flow, ce que je vous disais, c'est de trouver justement ce truc qui vous passionne et qui vous permettra, je pense, de créer quelque chose d'un petit peu innovant. Parce que je pense que ce qu'il ne faut pas faire en tant que développeur, c'est se dire, voilà, on me demande de faire X ou Y, je vais aller l'exécuter. Mon rôle à moi, c'est d'exécuter l'idée de quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est le vrai danger. Et pour ne pas tomber là-dedans, à mon avis, avoir justement... une passion, un truc qui nous intéresse. Donc évidemment, il faut faire ce qu'on nous dit aussi. Si on a un job et qu'on nous dit, tu as besoin de programmer tel ou tel truc, il faut évidemment le faire. Il ne s'agit pas de... Il faut exceller là-dedans, ça c'est sûr. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit. Tous rebelles, tous. Tous, voilà, exactement. Mais enfin, voilà, votre job, c'est pas ça. Votre job, c'est vraiment de réinventer les choses, de réinventer les industries, et donc d'avoir une passion et d'essayer de voir justement comment ce que vous faites peut transformer l'industrie. Je pense que c'est assez intéressant. Ça me fait juste penser à la dernière intervention d'Audrey Stewart. Certains d'entre vous étaient là. Et elle parlait du fait que c'est très important de savoir s'entourer aussi des bonnes personnes. Donc, en fait, vous avez certaines qualités où vous êtes les meilleurs dans votre domaine, parce que je vous trouve tous formidables et vous êtes clairement tous les meilleurs dans ce que vous faites, n'est-ce pas ? Et ce qu'elle disait, elle, et ce que je vois avec mon mari, vous allez tous finir par le rencontrer, j'en parle tout le temps, vous avez même vu une photo pour ceux qui étaient là la dernière fois, il va venir vous parler, mais savoir s'entourer des personnes qui ont aussi les skills qu'on n'a pas, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Et le networking, c'est un sujet qui revient quasiment à chaque fois, c'est essentiel.
Ça fait partie de notre but ici. C'est pour ça qu'Amina est là aujourd'hui. Alors, elle vous parle d'elle, mais elle est aussi Facebook. Elle est aussi connectée dans la tech, comme vous l'entendez. Elle n'est pas programmeur à la base, elle est business. Donc, elle a des connexions qui peuvent être super utiles pour vous. J'en ai aussi, même si je suis dans la finance. C'est justement ça qu'il faut savoir faire. Et certains d'entre vous l'ont fait. Certains sont venus nous voir, nous ont écrit, nous ont contactés. C'est l'idée. C'est vraiment important pour la prochaine étape. C'est d'avoir certainement des idées, c'est d'être ultra bon à ce que vous faites. Et c'est de trouver là où les bonnes personnes avec lesquelles travailler, je pense. Et les gens avec lesquels vous travaillez, ça peut être, je pense que souvent quand on est dans ce domaine, on se dit bah, tiens, il faut que je puisse parler aux gens dans le domaine justement des VC, donc les capital risqueurs, parce qu'ils vont investir dans ma boîte. Donc ce type de networking-là, je pense qu'il est assez simple, c'est-à-dire que voilà, on a l'habitude un petit peu quand on est dans ce monde-là d'aller discuter avec des gens pour leur pitcher quelque part nos idées. Mais voilà, se dire il faut vraiment élargir et se dire que finalement on peut apprendre de plein de gens différents. Et ça peut nous apporter quelque chose au final. Ça a l'air confortable là-bas. Pas mal les canapés. Bonjour. Bonjour. Comme vous dites, je pense que je suis bon à pas mal de choses, mais en termes de networking, je pense que mon QI est proche de 0. Assez honnêtement. Hein. Mais du coup, est-ce que vous avez un ou deux conseils en or à donner à quelqu'un comme moi ? Enfin, que ce soit vous ou d'autres dans la salle. Ouais. Bah, en networking, je pense que moi, on a souvent cette impression qu'il faut raconter, enfin voilà, faire du small talk comme ils disent en anglais, donc raconter des trucs, voilà, parler de tout et de rien. Et en réalité, moi, ce que je pense qui fonctionne assez bien, c'est de poser des questions. C'est bête, hein, mais de dire, je connais absolument rien au capital risque. Je suis en face d'un type. Je ne sais pas trop, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que tu fais, comment ça fonctionne, etc. Et donc, de leur poser des questions, je pense que souvent, ça les met dans une position où ils sont un peu flattés. Ils se disent, bah, tiens, je dois être quelqu'un d'important si on pose tout un tas de questions, etc. Il ne faut pas les embêter non plus. Il faut trouver évidemment le bon équilibre. Mais de les valoriser de cette façon-là, je trouve que souvent, les gens s'ouvrent beaucoup plus facilement et vous racontent beaucoup plus si vous leur posez des questions et si vous êtes... si vous êtes vraiment intéressé. Donc, pour moi, ça, c'est l'un des tips. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je ne sais pas si d'autres personnes ont... Alors, j'ai envie de te dire que déjà, d'être là, c'est du networking. Donc, tu en fais déjà au sein de l'école, avec tes copains, avec les autres étudiants. Va essayer de les rencontrer, même ceux que tu ne connais pas du tout, avec qui tu n'as jamais travaillé, avec qui tu n'es pas sur un projet. Va les rencontrer, va discuter un peu de ce que sont leurs passions. Parce que, en fait, je pense que c'est l'échange avec les personnes autour de toi, super enrichissant. Ils vont te parler de choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Le fait de venir ici, c'est du networking. Tu rencontres Amina, tu me rencontres moi si tu ne m'as pas déjà vu avant. Bon, Guillaume, vous le connaissez quasiment tous. Qui ne connaît pas Guillaume ? Non, levez pas la main. Après cette session, tout le monde va connaître Guillaume. Donc alors après la difficulté, je pense, c'est quand on est de nature très très timide et introverti. Ça, c'est forcément plus compliqué. Dans ce cas-là, mon plus grand conseil, c'est de te donner un coup de pied aux fesses. Parce que malheureusement, de rester dans son coin timide et introverti, ça ne va pas t'avancer à grand-chose. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a aussi un type, tu peux avoir le wingman. Cette idée d'avoir justement quelqu'un, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien dans pas mal de contextes. Wing woman. Excuse me, fair enough. Parce que la cause des femmes est très importante pour moi ici, comme vous savez. Surtout moi. Wing woman. Voilà, exactement. Donc cette idée d'aller peut-être avec quelqu'un, si vous vous sentez un petit peu timide, d'amener peut-être quelqu'un avec vous qui va pas faire le show non plus, il faut pas qu'il vous éclipse complètement, mais qui peut peut-être commencer une discussion et que vous puissiez ensuite continuer la discussion avec la personne. Ça peut aider. L'idée du partenaire, de trouver quelqu'un aussi qui soit complémentaire, ça peut être assez utile. Mais la timidité, ça se dépasse. Hein. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais en fait, je déteste parler à une foule, à plus d'une ou deux personnes. Je ne suis pas extrovertie par nature. et je suis là, et c'est pas toujours facile pour moi, mais je suis passionnée. Je suis passionnée par mon sujet, donc je suis là et donc je le fais. Et à chaque fois, je me jette un peu à l'eau, parce que certains d'entre vous, je connais, d'autres pas du tout. Moi, je me fais un peu violence aussi, mais je le fais par passion. Donc, ce serait mon conseil.
Ouais, trouve toujours leur mail ou leur numéro de téléphone et demande-leur comment tu peux les aider. Trouve un truc qui les aide. Ça aide toujours. C'est comme Audrey qui parlait du café pour tout le monde pendant 2 mois. Ça, c'est une manière, quand j'ai commencé ma carrière dans la finance, pareil, au début, un mentor m'a donné le très bon conseil. Il m'a dit, tu sais quoi, au début, de toute façon, tu sais rien faire au début. Donc, va faire le café pour tout le monde, va leur chercher les cafés. Fais ce que tu peux pour que les gens aient une espèce d'impression agréable de toi. Parce que de toute façon, tu as la cervelle, tu as la formation, mais pour l'instant, tu sais encore rien faire dans le boulot actuel. Donc, va déjà faire le café et sois sympa avec tout le monde. Et ça m'a bien aidé, ça paraît. Et c'est pas une question de fille ou garçon, hein, d'ailleurs. Le même conseil va pour les garçons. Donc, c'est un début. Comment aider les gens, comment rendre leur vie agréable. C'est vrai qu'un petit mot après une rencontre, franchement, ça fait la différence. Enfin, moi, quand je rencontre des gens et que la personne prend le temps, que ce soit dans un entretien ou même de façon informelle, ils ont envie, je ne sais pas moi, d'en savoir un peu plus sur les jobs qu'on propose chez Facebook ou Instagram, etc., qu'on m'envoie un petit mot où on va parler justement de la discussion qu'on a eue. Bah, tiens, Amina, ça m'a intéressé d'entendre parler de ce que tu fais au niveau du X ou Y. Bah, tiens, j'ai vu tel truc qui pourrait t'intéresser. Ça, c'est super. Parce que du coup, je vais me rappeler de la personne. Ceux qui ne le font pas, qui vont juste me dire bah tiens on s'est rencontrés, voilà mon CV, est-ce que tu peux me trouver un job au final, ça c'est moyen. Ça fonctionne, ça peut fonctionner, mais c'est quand même plus sympa d'avoir justement ce mot et puis quelque chose qui dit que voilà on a eu une discussion intéressante, je vais me souvenir finalement de la personne beaucoup plus. En fait je voulais dire à peu près la même chose, mais par rapport à ce que Audrey avait dit aussi la dernière fois, moi je sais que d'accord. Par rapport à ce qu'Audrey disait aussi, c'est que... Voilà, il a évité le truc entièrement, c'est encore mieux. J'ai pas dit vous, j'ai dit Audrey. C'est très bien. Par rapport au fait de connaître les prénoms des gens, c'est quelque chose que je fais moi ici, mais c'est vraiment... Enfin, ce qu'elle disait, c'était qu'elle... C'est quoi mon prénom ? Pardon ? C'est quoi mon prénom ? Je ne sais plus, je suis désolé. Mais voilà, d'habitude c'est mon domaine, mais je peux pas être parfait. Mais d'ailleurs, c'est marrant. Mais quand vous posez... Moi, c'est Arnaud. Je suis désolé, Arnaud. Voilà, posez exactement, c'est ce que j'allais dire. Et c'est sympa pour nous aussi. Donc moi, c'est Gauthier. D'accord. Et en principe, c'est mon domaine, les prénoms. Mais bon. On peut faire des erreurs, mais je trouve que c'est vachement important quand on va voir quelqu'un, justement, et qu'on lui dit bonjour. Et ce que disait Audrey, encore une fois, c'est de savoir dire son prénom et de savoir essayer de retracer un peu son parcours. Moi, mes 3 questions, en tout cas, quand je rencontre quelqu'un, à 42, c'est qui es-tu, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu faisais avant 42. Et en plus, ici, l'avantage, c'est que c'est toujours différent. Ouais. Mais c'est toujours différent. En plus, il y a des réponses ici parce que personne ne vient du même milieu. Et ce qui est bien à 42, c'est qu'on a déjà une base de network, quoi. On n'a que des gens qui viennent de milieux différents et que des gens qui ont des envies différentes. Et je sais aussi qu'en arrivant à 42, je me disais même si je ne suis pas pris, je serais sûr d'avoir rencontré des gens qui ont envie de faire des choses qui sont peut-être différentes, mais qui auront moins un rapport avec ce que j'ai envie de faire. Exactement. Donc voilà. Moi, je suis étudiant de l'Epitech de 2012 et je dois avouer que les gens que je rencontre encore maintenant... Donc un très vieux. Ah, bon, ça va. Quelle année de promo? Et les gens avec qui je travaille sont des gens justement de l'Epitech, de ma promotion. Donc mes associés sont les gens qui étaient à côté de moi pendant ma piscine. Donc il faut vraiment être capable de se dire que quand vous travaillez ici à 42, vous allez vous retrouver avec des gens qui seront dans la vie professionnelle après. Du coup, soyez gentils les uns avec les autres, faites pas trop de crasse parce que ça dure après. C'est vrai. Voilà, à préciser. C'est vraiment important comme point ça. On l'a pas encore évoqué comme ça, on en a parlé d'une manière différente, mais c'est super important parce que c'est vrai que nous, par nos parcours aussi, le network qu'on a créé pendant nos études, moi, clairement, continue à m'aider tout le temps et vice-versa. C'est quelque chose que vous devez créer entre vous. Je pense que plusieurs speakers avant ont déjà mentionné ce point-là, que le network entre vous, c'est d'ailleurs la première étape par laquelle commencer et puis venir à ce genre d'événements et à tout ce que 42 organise pour vous, parce qu'il y a... Enfin, si je vois avec Fabienne le peu de créneaux que j'ai réussi à avoir pour ces speaker rounds, vous avez des événements tout le temps. Je pense que le truc à mentionner là-dessus, c'est que cette idée justement d'un réseau d'anciens, d'alumni, c'est un truc qui est très présent aux US, je trouve,
Tu vois, on entend beaucoup parler de ça et les gens vont pouvoir... donc l'école qu'on a faite, Isabelle et moi, est très très bonne là-dedans, justement, cette idée de créer un réseau et on se dit, bah voilà, si j'ai besoin de quelque chose... Donc moi, quand je suis arrivée à Paris, je connaissais pas grand monde. J'avais jamais habité en France. J'étais au Maroc, puis j'étais aux États-Unis. Je suis débarquée à Paris pour faire ce job, mais je connaissais pas grand monde. Et donc du coup, de pouvoir appeler des gens, donc des anciens de l'école, qui répondaient systématiquement oui. C'est-à-dire qu'il y avait jamais, je n'ai jamais eu voilà, quelqu'un qui me dit non, j'ai pas le temps, non, ça m'intéresse pas, non, j'ai pas envie, etc. T'en ai un exemple. Amina en ce moment est débordée, mais de chez débordée. Je lui ai demandé de venir vous voir et elle a quand même trouvé le créneau pour venir nous voir. C'est un bon exemple. Et l'idée, c'est ça, c'est comme on l'a fait pour moi. Voilà, l'idée, c'est on ne dit pas non, on le fait quand on peut, on fait le maximum. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que vous puissiez faire entre vous. C'est super important. Il ne faut pas attendre que l'école le fasse pour vous, que vous disiez, tiens, on va créer un réseau, etc. L'idée, c'est de se dire, voilà, vous connaissez maintenant, vous allez construire justement voilà, vous êtes en train de démarrer une super belle aventure avec quelques personnes pendant 3 ans, mais il y en a d'autres qui démarrent et que vous n'aurez peut-être pas rencontrées, mais qui pourront vous apporter beaucoup aussi, et quand même. Et donc, du coup, de pouvoir avoir cette expérience partagée qui est le temps que vous avez passé dans cette école, ou le temps qu'on a passé, nous, justement, à Boston, ça crée des liens, même si, voilà, nous, on ne se connaissait pas à l'époque, mais aujourd'hui, voilà, c'est un réseau qui est maintenu. Donc, je vous encourage vraiment beaucoup à le créer et à le développer vous-même. Il y avait une question là-bas déjà. Ouais, et une autre ici, juste là. Du coup, moi, c'est Paul. Bonjour. Salut. C'était pour revenir sur la fiche, vous disiez, vous écrivez, dessus c'est dit, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur ? Je pense qu'ici on a tous des superbes idées, mais on peut être bloqué pour plusieurs raisons, par exemple rien que financièrement ou des choses. Ouais. Il y a beaucoup d'enjeux, vous conseillez quoi, de se lancer quand même ou... ça peut être compliqué quoi, de partir dans un projet. C'est vrai, c'est compliqué. Je pense que pour moi à l'époque... quand j'étais allée à la Vallée, c'était justement ça. C'était de se dire, au lieu d'aller bosser pour des gens qui lisent l'heure, d'être justement... donc, il faut se mettre dans le bon contexte. Quand on est dans une boîte comme Facebook ou Instagram ou comme Google ou comme une start-up, justement, qui a envie de faire des choses, là, dans ce contexte-là, vous pouvez justement faire ça. Si vous voulez démarrer quelque chose, donc c'est une autre idée, mais là, à ce moment-là, il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc, il faut vraiment choisir le contexte, vous dire, voilà, où est-ce que je peux être le plus utile et le plus... Voilà, où je peux trouver mon flow finalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et là s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir le faire. Il ne faut pas se lancer et prendre des risques inconsidérés, mais la réalité c'est qu'en sortant d'école, vous avez franchement pas grand-chose à perdre. Il n'y a pas cette idée, tiens, j'ai 10 ans de carrière derrière moi et si j'arrête, j'aurai du mal à démarrer autre chose, etc. Donc au début, oui, lancez-vous, tentez, mais trouvez le bon contexte. Et franchement, ce que je vous disais, moi je vous ai dit plusieurs fois, voilà, je me suis plantée, et c'est pas grave, je pense. on peut quand même faire des erreurs. Et ça, c'est se dire, c'est fail often. C'est ce qu'on nous dit souvent. Si vous allez vous planter, faites-le tôt, rapidement, pour pouvoir ensuite vous relever et faire autre chose. Donc ouais, allez-y, foncez. Entourez-vous des bonnes personnes, choisissez le bon contexte, mais foncez. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Naguib. Ouais, pardon, excuse-moi. Ouais. Je m'appelle Naguib et en fait, je voulais revenir un peu sur le networking. Donc, on parle pas mal donc, de s'entourer des gens, notamment des élèves, puisque là, c'est dans le contexte dans lequel on est. Moi, je m'interrogeais plutôt sur la frontière qui est entre le professionnel et le personnel, quand c'est nos amis, par exemple, avec qui on va s'associer, ce genre de choses. Ouais. Tout ça devient pas rapidement dangereux sur les deux plans, du coup. Ça peut l'être, absolument. Il y a quand même énormément d'exemples de gens qui ont démarré une boîte avec un copain et au final, ça ne marche pas. Ils ont perdu la boîte et leur copain en même temps. C'est vrai que ce n'est pas génial. Mais je pense que la réalité, c'est que quand on est passionné, quand on a envie de faire quelque chose, il faut s'entourer de gens qui ont cette même passion, que ce soit des amis ou pas. Et si ce sont des amis, franchement, je pense qu'on arrive toujours à trouver justement le bon équilibre. Enfin, toujours non, souvent, on va dire. Donc voilà, moi je pense que j'ai pas de conseil particulier là-dessus. Peut-être que Alex, en fait, ton mari, il dit mais vas-y Isa. C'est un sujet récurrent aussi. Et d'ailleurs, avec Yann Gozlan, que certains d'entre vous connaissent, de Creative Valley, qui a aussi co-monté 42, ça va être un sujet d'intervention spécifique parce que
j'en ai fait l'expérience directement avec mon mari qui s'est associé multiples fois et une fois ça n'a pas du tout marché, mais de manière à ce que ça finisse devant les tribunaux. Ça a affecté toute notre vie personnelle, ça a affecté tous nos amis, toute notre famille. Ça peut aller très très loin, ça peut en fait anéantir ton existence. Donc c'est un sujet juste pour au moins comme ça anéantir votre existence. Oui, mais en fait je le dis comme ça fait un peu doomsday, mais je le dis comme ça parce qu'il faut en être conscient et en fait on n'en parle pas assez. Parce qu'on parle de passion, on parle de s'entourer des bonnes personnes, on parle de son flow, de rêve, etc. Mais on ne parle pas du fait que malheureusement les associations doivent vraiment se trouver sur papier en détail. Donc ça c'est un sujet dont on va en parler avec Jessica d'ailleurs. C'est vraiment, vraiment important que ce soit géré en tout début de projet. C'est le moment, ça peut être un ami, ça peut absolument être un ami, mais il faut qu'au tout début du projet, tout soit clarifié en détail dans le processus de décision, dans l'equity, enfin tout ce qui peut toucher à une association, ça doit être fait dès le début. Donc ça va être une session à part qu'on va organiser avec Yann, mais ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête. Et je ne veux pas être trop négatif sur le sujet, mais j'estime que quand le partenariat est bien construit, c'est une des bases de succès de votre boîte, de ce que vous voulez construire. Absolument. Ouais. Ah, pas de micro, pardon. Je vais peut-être me balader avec micro moi aussi, parce que du coup je suis posée là. Quelles sont les opportunités que vous avez eues pour partir de votre boîte de conseil au début à New York, pour partir à la Silicon Valley en gros, au début de carrière, quelles sont les opportunités que vous avez eues pour partir vers la Silicon Valley et puis après, j'ai compris le reste, mais je n'ai pas bien compris le déclic. En fait, j'ai passé 2 ans à Boston donc à faire un MBA. C'est un peu un luxe de pouvoir se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'avais fait le conseil. Je savais qu'il y avait un truc qui se passait sur la côte ouest. Et donc, j'ai passé pas mal de temps pendant les 2 ans que j'ai passé justement à Boston, à aller poser des questions, à rencontrer tout un tas de monde, à discuter avec des gens qui étaient justement dans ces boîtes et qui sont venus faire un MBA. Donc, c'est ce fameux réseau, en fait. Donc, j'étais en cours avec... on était combien ils allaient 800 par promo. Donc, voilà, il y avait 1600 personnes avec lesquelles je pouvais discuter. Et il y en avait énormément qui venaient justement du monde de la tech. Et donc, du coup, j'ai pu en savoir un petit peu plus. Et aussi, juste, il faut se lancer aussi. Donc, du coup, j'ai appelé des gens qui étaient dans le réseau HBS, qui étaient justement à San Francisco sur la côte ouest, en leur disant, voilà, j'ai envie de venir. Je ne sais pas trop comment, ni pourquoi, ni où. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, j'ai rencontré tout un tas de monde dans les grosses boîtes, mais aussi dans des petites boîtes. Merci. Ici. Vas-y. Bonjour. Salut. Moi, c'est Maxime, du coup. Et je me demandais, vous parliez tout à l'heure, vous disiez qu'un de vos grands regrets était d'avoir arrêté le code et que vous auriez pu en profiter éventuellement pour créer une boîte à l'époque. Et je me demandais qu'est-ce qui vous a empêché de créer une boîte de toute façon avec vos compétences et votre diplôme d'Harvard, par exemple? La peur, je pense. Franchement, c'est ça. C'est cette idée de qu'est-ce que je peux bien avoir comme idée révolutionnaire. Enfin, j'en avais quelques-unes, mais franchement, on a peur. Enfin, c'est pas évident de se lancer. Je vais vous dire franchement, pour moi, c'était ça. C'était plus safe, plus facile de faire du conseil, de faire différentes choses. Aujourd'hui, la question est un peu différente. Je pense que c'est des choses qui sont possibles, mais à l'époque, franchement, c'était juste ça. D'accord. Merci. Honnêtement. Donc moi je voulais poser une question, c'était plus par rapport à tes expériences professionnelles. Ouais. C'est comment ça se passe quand Facebook te contacte? C'est-à-dire comment c'est un exemple, mais ça peut être peu importe. Comment Ubisoft te contacte, exemple. Comment une société comme ça a connaissance de toi et t'envoie du jour au lendemain un mail, tiens, salut, un tel. Viens bosser chez nous. J'aimerais que tu viennes faire des kilomètres. Alors, ça a une vraie valeur, en fait. Voilà, je poste mon CV, en fait. Au lieu d'avoir une photo de profil, j'ai un CV, on like. Non, je rigole. C'est pas ça du tout. La réalité, ça revient encore à cette idée de réseau, en fait. Donc, c'est des personnes que je connaissais dans les différentes boîtes qui disent, tiens,
on est en train de démarrer telle ou telle activité, on sait que tu as fait telle et telle chose parce qu'on t'a vu un petit peu, tu as parlé peut-être à des événements, on t'a vu dans des conférences, on a entendu parler de toi dans X ou Y, enfin voilà, peu importe. Et on se dit, bah tiens, on aimerait que tu viennes discuter avec nous pour voir s'il peut y avoir un fit. Donc ça arrive assez régulièrement. C'est vrai qu'au début, c'est un petit peu difficile. Donc personne n'est venu me contacter pour bosser dans une boîte de conseil. J'ai envoyé mon CV comme tout le monde en espérant que quelqu'un allait le remarquer, qu'ils allaient bien vouloir me rencontrer. Mais en fait, au fur et à mesure de ta carrière, on se retrouve en fait dans des endroits où les gens vont vous rencontrer, discuter avec vous et du coup vous proposer des choses. Mais ça, c'est vrai que ça vient un petit peu après. D'accord, merci. Je dis ça, mais en réalité, juste un autre petit exemple. J'ai un collègue avec moi qui travaille dans une équipe d'intelligence artificielle chez Facebook. Et lui avait fait en fait un mémoire. Il bossait, il est en train de finir ses études. Il a publié un mémoire qui a fait tellement de bruit dans le domaine, justement, qu'il a eu un appel de la personne qui s'occupe de cette équipe-là à New York en lui disant « Écoute, on a lu ton mémoire, ça a l'air génial, viens bosser pour nous. » Donc c'est possible dans d'autres circonstances aussi. Quand on est développeur et quand on est... Quelle heure il est? Tu fais bien de me le rappeler, merci. Bon, je vais essayer de faire vite. Ouais. T'es né au Maroc, t'as grandi au Maroc et après t'es allé étudier aux États-Unis, t'as bossé aux États-Unis, puis après t'es revenu en Europe. Ouais. Je voulais savoir quels étaient les éléments culturels qui t'avaient vraiment marqué dans chaque zone. Ouais. Et en gros, les impairs qu'il fallait pas faire ou certaines choses qui t'ont vraiment marqué d'un côté à un autre. C'est une très bonne question. Donc j'ai grandi au Maroc, j'ai fait le système américain et donc j'ai fait l'erreur énorme de me dire quand j'arrive aux États-Unis, je vais être super bien adaptée. Je suis déjà je baignais un petit peu dans le monde américain à l'école au Maroc, sauf qu'en réalité c'est pas du tout ça. Et donc quand je suis arrivée justement dans ce petit village paumé du Massachusetts, j'étais pas du tout. Ça a pris un petit moment justement pour m'adapter. Et je pense que encore une fois, ce qui est ressorti pour moi, c'est pour les États-Unis, c'est ce côté un peu, c'est très cash. Les gens disent exactement ce qu'ils pensent, et ça, je trouve que c'est assez génial. Ils sont assez de façon. Bon, donc je suis désolée si je tombe dans les clichés, mais enfin, il y a certaines choses qui sont vraies. Donc d'abord, ils sont très cash, ils te disent les choses comme elles sont, et ils sont sympas. Et ça, c'est bête à dire. Mais c'est des gens qui vont toujours, au moins au début, même si c'est un petit peu superficiel, avoir ce côté un peu enthousiaste, etc. Et souvent, quand nous, on les voit à partir du Maroc ou de la France, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont naïfs, qu'est-ce qu'ils sont, tout le monde est fantastic, wonderful, je sais pas quoi. C'est ce côté un peu, moi, je trouvais ça un peu bête en arrivant, mais franchement, c'est sympa, parce que du coup, ça permet d'avoir, au moins pour ce premier abord, cette première discussion, c'est un petit peu plus facile. La Californie, c'est un petit peu la même chose. Ils sont juste un peu plus surfer dude, cool dude, je sais pas quoi, machin. Mais sinon, c'est un peu la même chose. Et en arrivant à Paris, comme j'avais jamais vraiment vécu à Paris, j'avais passé 2 ans quand j'étais au lycée, mais pour le reste, je connaissais pas vraiment. Franchement, je trouve que le truc qui est très différent, c'est ce côté un peu, je suis désolée de dire ça, mais on est un peu râleur en fait. On passe notre temps à dire oui, mais pourquoi, mais comment, mais et nous, et quand même. C'est comme si les choses nous étaient dues d'une manière ou d'une autre, alors qu'en réalité, c'est pas comme ça. Et ça, je trouve qu'aux États-Unis, probablement au Maroc aussi, il n'y a pas ce côté-là. Il faut se battre, on y va, on se lance, et on verra bien. Il n'y a pas cette idée, tiens, quelqu'un me doit ou doit faire pour moi et je vais me plaindre jusqu'à ce que ça arrive. Il n'y a pas. Et ça, je trouve ça assez sympa. Voilà. Ouais. On nous présente souvent la Silicon Valley comme un peu le paradis des développeurs, et c'est un peu ce que vous avez fait aussi aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un autre point dans lequel vous placeriez un peu d'espoir sur le globe? Ouais. Et aussi, qu'est-ce que vous pensez de l'action de la France, justement? Parce que 42, c'est aussi un peu ça, c'est faire grandir la France de ce côté-là. Ouais. Histoire qu'on ne migre pas tous, quoi. Très bonne question. Ce que je vous disais, moi, je vous parlais justement de Pierre Omidyar, qui était donc un Français du type que j'ai rencontré à New York, qui était aussi un Français. Il y a beaucoup de gens qui partent, mais la réalité, c'est que quand on a... et on le voit, la personne qui a démarré cette école, vous le connaissez bien, il est parti nulle part. Des gens comme le fondateur Daniel Marelli, je ne sais pas s'il est déjà venu, Daniel Marelli, le fondateur de Deezer. Non, ça ne vous dit rien?
Donc lui est voilà, français, il n'a pas eu son bac, il a décidé de démarrer ce truc tout seul, il a pu lever de fonds, c'est une boîte qui est assez géniale. Lui, il n'est pas parti. Donc il y a plein de gens qui peuvent rester. Et pour moi, franchement, quand je vois ce qui se passe à Londres, par exemple, il y a vraiment un vrai dynamisme, il y a énormément de, que ce soit au niveau capital risque, au niveau start-up, il y a un vrai écosystème qui est en train de se créer. Et ce qu'il faut, c'est ça. Je pense que nous, en France, ce qu'on fait très très bien, c'est de démarrer justement, on a la capacité de soutenir les boîtes au tout début. Ce qu'on ne sait pas encore faire, c'est les accompagner justement sur ce midterm. Donc cette partie un petit peu, voilà, on n'est pas encore aussi gros Criteo, mais on est un peu au milieu. On n'est pas une toute petite start-up qui a besoin peut-être de, j'en sais rien, moi, 20 ou 30 000 ou 100 000 euros pour démarrer. On est au milieu, on ne sait pas encore vraiment faire ça. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se focaliser là-dessus. On a les talents, c'est vous. On a les idées, ça, il n'y a pas de problème. On a les capital risqueurs et tout ce qu'il faut pour justement démarrer les boîtes. Et on n'est pas encore là où il faut, je pense, pour cette partie voilà, charnière entre les deux. Bonjour. Salut. Je m'appelle Jérôme. Nice, c'est super, tout le monde le fait. Je trouve ça très intéressant l'idée de lier l'art et la technologie, mais j'ai pas vraiment compris en fait le rôle de Facebook là-dedans. Et du coup, un peu votre rôle là-dedans. Bonne question, très bonne question. C'est vrai que je l'ai fait très rapidement. L'idée, c'est de se dire le numérique et le digital de façon générale est en train de changer les choses. Et la question, c'est de savoir est-ce que le social peut le faire aussi. Et donc, je vous donnais l'exemple justement côté Instagram de se dire est-ce que c'est une plateforme ou un médium artistique nouveau. Donc ça, c'est vraiment dans les arts numériques. Donc ça, c'est une première partie. Il y a tout un monde, en fait, qui est les arts numériques. C'est ni la peinture, ni la photo, ni toutes ces choses-là, mais vraiment des arts numériques qui peuvent démarrer et qui peuvent émerger, finalement, sur les plateformes. Côté Facebook, en fait, c'est un petit peu différent. L'hypothèse est en fait, ce qu'on fait déjà avec pas mal de gros partenaires, c'est du referral traffic. On drive du trafic vers, justement, ces institutions-là. On peut, justement, réinventer la façon dont le public va interagir avec des œuvres dans un musée, en faisant des intégrations. Donc, on parle de, j'en sais rien, moi, d'un Facebook login sur une appli mobile si vous êtes allé au musée Picasso, par exemple. Voilà, vous faites un login avec Facebook, vous pouvez partager certaines choses, vous pouvez interagir, vous pouvez donner justement votre retour sur ce que vous voyez sur place au musée. Et puis, tu as des gens comme la Tate Modern, par exemple, qui fait des trucs assez exceptionnels à Londres. Ils vont faire des hackathons, en fait, où ils vont inviter tout un tas de développeurs. Ils vont ouvrir finalement leurs ressources, donc toutes les images qu'ils peuvent avoir, toutes les bases de données qu'ils ont, et les gens créent des trucs assez délirants autour de ça. Donc ce monde-là, de façon générale, est en train d'évoluer. Il n'y a pas encore de solution, il n'y a pas encore de réponse. On ne se dit pas, tiens, c'est le Spotify. En fait, ce qu'il faut, c'est créer un système d'abonnement autour de la musique. Ça n'existe pas encore vraiment dans le monde de l'art. Mais le social, donc Facebook, Instagram, ont un rôle à jouer là-dedans, lequel on est en train de justement d'y réfléchir. Et je pense que surtout, il y a des startups qui peuvent faire des choses assez exceptionnelles. Je pense notamment à une petite boîte française qui a fait en fait un espèce d'audio guide nouvelle version au Louvre. Donc avec des trucs Minecraft, c'est des trucs assez délirants. Donc les gens sont en train de s'amuser un petit peu là-dedans. C'est encore très expérimental. Il n'y a rien de suffisamment important pour se dire tiens, ça va tout changer. Mais je pense qu'on y est presque. Voilà. Ou du moins, c'est mon espoir. Super. Merci beaucoup.